Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 12 juin 2017 et on est parti pour cette émission Acropolir avec Yann que l'on retrouve sur Skype. Salut Yann, est-ce que tu m'entends? Je t'entends fort bien, Jean, salut. Incroyable, ça fait trop plaisir de te revoir Yann, ça fait un bout de temps. Bah oui, la dernière fois qu'on s'est vu, on vivait en Hollandie, maintenant on vit en Macronie. C'est vrai ça. Putain, on a changé de président de la République depuis la dernière fois. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. la Pour folie. ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur Acropolir. Acropolir est une émission qui vous est présentée et proposée par Yann, ici présent. Yann, passionné de lecture, passionné de lecture en lien avec les sciences sociales, les sciences humaines et plus globalement la citoyenneté, la politique, etc. Présente cette émission dans laquelle il nous fait des recommandations de lecture, mais aussi d'émissions de radio, d'émissions diverses et variées, de documentaires, etc. De ce que vous voulez. Et Yann vous fait des recommandations pour compléter un petit peu tout ce que vous voyez sur Acropolis, toute l'actualité politique. Peut-être que vous pouvez, peut-être que les conseils de Yann peuvent vous aider à trouver des trucs qui vous plaisent. Voilà. Alors, par contre, Yann, je n'ai plus ton son, moi dans mes oreilles, mais ça devrait pas tarder, t'inquiète pas. C'est Tom et Sylvain à la régie aujourd'hui qui nous filent un coup de main. Et ça nous fait super plaisir. Voilà, on a quelques petits réglages à faire, ne bougez pas, ne quittez pas. Je n'entends plus le son de Yann, je ne vois plus non plus son image. Ah ah. Ouais. Les gens non plus n'entendent pas Yann. Bouge pas Yann. Toi normalement tu m'entends, c'est une bonne nouvelle. Hum. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des professionnels. Et bah tiens, c'est l'occasion de dire bonjour au chat. Yann m'entend. Bonjour le chat. Et là j'entends Yann. Voilà, incroyable, c'est de retour, c'est parfait. Bonsoir le chat, soyez les bienvenus. N'hésitez surtout pas à poser des questions à Yann, c'est moi qui lui lirai. C'est moi qui lui lirai ça y est, vos questions. je les Ah, vois à c'est bon, tu l'écran. l'as. Incroyable, Ouais. incroyable. Et bah écoute Yann, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Bah, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a eu des élections hier, paraît-il. Il paraît, j'ai Ouais. entendu parler de ça, ouais. Ouais. Et il y a la suite le dimanche prochain. Et donc, qu'est-ce qu'on élit? On élit des députés. Ouais, Des absolument. députés qui travaillent à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et donc, Jusque-là, moi, je te suis. je me suis dit, hey, qu'est-ce que c'est un député? Bonne question, Yann. Je vais te répondre tout de suite. Un jeu d'acteur. Incroyable, incroyable. Digne des plus grands. Alors, donc, trois propositions de lecture sur les députés. Mhm. On va commencer par une lecture un peu petite, mais c'est ça qui est bien. Donc, métier député, enquête sur la professionnalisation de la politique en France. Un bouquin écrit par Julien Bollert. Alors, Vas-y, je te Julien laisse. Bollert, Sébastien Michon, Étienne Ollion, dans la collection Raison d'agir. Alors, les trois auteurs, je vais vous dire leur pédigré, j'ai préparé ça parce que je suis très professionnel. Incroyable. Hop, donc, Julien Bollert, docteur en économie, il travaille sur la sociologie politique du travail au Parlement européen, Assemblée nationale. Sébastien Michon, chargé de recherche au CNRS, qui travaille sur le personnel politique français et européen. Et Étienne Ollion, chargé de recherche au CNRS, spécialiste de sociologie de l'État. Voilà. Donc, on sortit ce tout petit bouquin là. Voilà, pas beaucoup de pages. 130 pages de lecture, 8 €. Et il s'intéresse à comment, qu'est-ce qu'un député aujourd'hui du point de vue, on va dire, de la trajectoire sociologique D'accord. et de son travail quotidien. Voilà. Ça lag pas trop? Est-ce que c'est fixé? Ça lag légèrement, mais t'inquiète pas, de toute façon, t'inquiète. Voilà, en restant bloqué, on arrive à lire le titre. Non, t'inquiète pas. Ok, donc Et donc, ah oui, donc du coup, c'est intéressant par rapport à tout ce dont on a parlé, du renouvellement, etc. C'est un Exactement, truc qui peut être exactement. intéressant. Ok. Et c'est un livre qui se base sur une énorme recherche qui date de 78 à de nos jours, sur tous les députés. Ils ont fait toute leur trajectoire individuelle, donc c'est un truc colossal. Hein. Ah ouais, Donc, c'est énorme. ça doit être, je sais pas combien il y a eu de mandatures parlementaires De depuis quelle année à aujourd'hui? 78. Depuis 78. 60. Putain, Ouais. il y en a eu Ça 5. doit... Bah non, attends. Ouais, peut-être un truc comme ça. Donc 5 fois 5, 30. Donc ça fait plus de 3000 députés. Pas loin de 4000, je suppose, dont ils ont cherché à savoir d'où ils venaient professionnellement, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur parcours.
Et donc, ils sont intéressés à ça. Voilà. C'est impressionnant Donc, comme travail en tout cas qu'ils ont fait, qu'ils ont dû compiler pour arriver à sortir ce livre. exactement, c'est très intéressant. Ils sortent plein de data des années 70 à nos jours. Pour chacun, alors, de ces 1738 élus, on a retracé l'intégralité de son parcours politique, mais aussi professionnel, et ce, depuis l'âge de 25 ans. Voilà. Eh ben, L'ouvrage s'appuie sur une double enquête, l'une quantitative, repose sur la biographie des députés. Et une grande partie de ce travail consistait à retracer les parcours des élus. Parallèlement, une enquête menée depuis 2015 en observation participante au Palais Bourbon. Et ils ont posé des questions aux députés. d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ils s'intéressent à savoir qu'est-ce que c'est un député professionnel, qu'est-ce que ça voulait dire avant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Ça commence une profession inavouable parce que on le sait, personne ne veut se dire professionnel de la politique, c'est une insulte. Ouais, effectivement. C'est Alors que, introuvable. Et alors pourtant, que, c'est devenu, enfin, c'est le principe même du livre, c'est un métier qui, enfin, c'est un rôle parce que c'est pas un métier, mais qui s'est professionnalisé parce qu'aujourd'hui, c'est hautement qualifié comme type voilà, on en est d'ailleurs tous les deux des purs produits de cette professionnalisation. de la politique, ouais. Parce que Yann et Voilà. moi, on a fait des études ensemble, notamment des études qui forment au métier du politique, au métier de la collaboration politique notamment. Et moi, mon métier depuis, toi t'en es sorti, moi mon métier depuis, c'est travailler pour des élus. Donc voilà. Donc ils partent de ça, ils partent de comment ça a changé ce mot de politique, d'où ça vient, voilà. Au début, il fait une petite histoire de les élus rémunérés. Et au début, comme les places d'élus c'était monopolisées par des grands notables, des rentiers, économiquement, qui avaient de l'argent. Pendant très longtemps, oui, bien sûr, c'était des médecins, des notaires, des avocats. Exactement. Ils avaient de l'argent, ouais. Qui disaient oh non, on peut pas rémunérer les députés parce que ça va donner accès à la députation à n'importe qui. Ah putain, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, ça veut dire que pendant très longtemps, c'était un argument antidémocratique que de ne pas rémunérer les élus. Voilà. Et un argument démocratique de le rémunérer. Parce qu'on a rémunéré les élus pour que les ouvriers, les employés, les profs, les instituteurs et tout ça, puissent faire de la politique. Sinon, c'était réservé qu'à des mecs blindés. C'est intéressant de se rappeler ce contexte historique pour comprendre le débat aujourd'hui des gens qui disent ouais, députés gagnent plein d'argent, etc. On va dire ouais, mais s'ils gagnaient pas d'argent, ce serait une profession réservée aux bourgeois. Voilà, aux rentiers. Aux rentiers, enfin, tu diras, c'est quand même des rentiers aujourd'hui, mais c'est un peu le paradoxe du truc. Mais exactement, et ça c'est intéressant. Garder en tête, ouais. Voilà. Et pareil pour les questions du chômage. Ils en parlent. Alors, j'avais noté ça, 98. Où ils mettent. Voilà. Leur retraite était considérée au début comme un instrument de recrutement non élitiste des élus. Parce que, au moyen de cotisations, nous devons assurer un minimum de ressources à ceux d'entre nous qui, après avoir sacrifié leur position personnelle pour accepter le mandat législatif, se trouvent privés de ce mandat à l'heure où l'âge ne leur permet plus de reconstituer leur ancienne situation ni de rechercher une nouvelle carrière, disait Eugène Pierre en... Alors, on va regarder dans les petites notes, parce que les notes sont complètes, donc le livre est intéressant là-dessus. En 1919, le mec il dit on donne une retraite aux élus parce qu'ils se sont donnés pour la République et donc on va pas les laisser comme ça à la fin de leur carrière. C'est incroyable. C'est hyper intéressant de se rappeler ce contexte du combat républicain. Okay. Donc voilà, ça part de là, ça avance. Est-ce qu'on a des informations, non, pas dans ce livre-là je suppose, mais sur la sociologie des candidats En Marche Ah non, c'est trop tôt. Mais il y a le livre est pas sorti assez tôt, assez tard. Il serait sorti dans un an et il l'aurait. Mais le Monde a fait parmi les 3 articles qu'ils ont répertoriés de tous les candidats En Marche, ils ont fait cette analyse-là, en tout cas sur leur carrière professionnelle. D'accord. Les décodeurs ont fait ce travail-là. Ok, bon si quelqu'un dans le chat a la fois d'aller chercher le lien de cet article des décodeurs du Monde qui à mon avis est paru il y a très peu de temps, balancez-le. Sinon on le mettra sous la vidéo YouTube. Dans la description de la vidéo. Ok, donc je te laisse continuer Yann, vas-y. Donc il parle de ça. Voilà comment ça a commencé par ce biais-là.
hop, ça avance. Il montre, voilà, le législateur, c'est une activité chronophage, comment ça prend du temps, c'est des longues journées où tu fais plein de choses, c'est des longues semaines où tu fais plein de choses, tu rencontres des gens, tu vas à des réunions, enfin voilà, donc ils parlent de ça, ils ont fait une petite analyse, 114, temps de travail, j'avais noté ça, voilà. Ok, merci Grand Froid d'avoir mis dans le chat le lien, je le reposte parce que peut-être qu'ils l'ont pas vu. Hop là, voilà, merci beaucoup. Vas-y, je te laisse citer ta citation. Hausse massive de l'activité à l'Assemblée qui illustre, entre autres choses, le quasi-triplement du nombre d'heures de séance depuis les années 60. Figure 4. Alors, est-ce que ça va bien passer à l'écran? Attendez, j'essaie de caler. Ouais, voilà, nickel. Voilà. Et donc ça, c'est la hausse de quoi? Du nombre d'heures de séance à l'Assemblée entre les années 60 à de nos jours. Putain, c'est ouf. Hop. Il y avait moins de 500 heures dans les années 60 et aujourd'hui, c'est l'explosion, quoi. Et donc, ouais, donc tout ça pour dire... Et d'accord, ok, je comprends. D'une certaine manière, il y a une obligation, puisque tu peux difficilement faire autre chose si tu veux le faire bien. Ça aussi, c'est un argument intéressant quand on parle de l'absentéisme des députés, de rappeler qu'effectivement, on peut dire que les députés sont plus absents aujourd'hui qu'hier, mais il ne faut pas oublier qu'hier, ils avaient beaucoup moins de séances auxquelles être présentes. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un livre à la fois... On voit que c'est un livre d'universitaire, d'une certaine manière, parce qu'à la fois, il donne des billes à ceux qui attaquent, disons, le parlementarisme et la professionnalisation des élus, et ceux qui la défendent. Ouais, parce que ça donne des... Ça essaye de nuancer. Quoi. Oui, d'accord, tu trouves ce que tu as envie de trouver, ouais. Ok. Et donc ça, c'est intéressant là-dessus. Page 81, il y avait un truc sur l'âge. Alors ça, c'est intéressant. Pour montrer en fait qu'aujourd'hui, les élus... Alors, comment expliquer ça? Les élus sont plus vieux qu'avant, enfin, les députés. Les députés, les primo-députés, la première fois que tu deviens député, c'est un âge plus avancé qu'avant, parce que la politique s'est tellement professionnalisée qu'il faut prouver pendant de plus longues années que tu es en capacité d'avoir ce poste, notamment au sein des partis, parce que on le sait, pour avoir une investiture dans un parti, c'est plus long qu'avant pour montrer que tu es légitime à l'avoir. Alors, là encore, En Marche, c'est compliqué, un sacré coup de pied dans la fourmilière, et voilà. Avec une nouvelle manière de faire, etc. Donc, pareil, c'est intéressant, il faudra regarder ça à l'aune de beaucoup de choses, mais ok, donc, il faut rentrer. C'est beaucoup plus détaillé que ce que je dis là-dedans. Ils parlent des chiffres, ils font le nombre d'années. Enfin voilà, comme ils ont ils travaillent les data, on va dire, ils travaillent les données de manière massive. Ils ont plein de trucs là-dessus. Ils montrent que les élus d'aujourd'hui, les primo-députés d'aujourd'hui, ont plus d'années de mandats locaux que les primo-députés d'avant, parce qu'il faut qu'ils fassent la preuve de leur légitimité politique. D'une part, c'est vrai, ceci étant, il faut aussi se rappeler que par rapport à avant, tu as aussi eu les lois de 82 sur la décentralisation qui a donné du sens aux mandats locaux. Donc voilà, c'est aussi ça. Et puis tu rajoutes à ça le cumul des mandats, etc. Ça fait qu'effectivement, aujourd'hui, la notion même de mandat local a beaucoup évolué ces 30 dernières années. Donc ils essaient de rentrer là-dedans. Je vais pas trop vous spoiler, mais c'est un très bon bouquin là-dessus. Il vient de sortir, il coûte 8 balles, voilà, que 8 balles. Donc on rappelle, ce premier livre que tu nous proposes ce soir s'appelle Métier député, enquête sur la professionnalisation de la politique en France. Ça parle aussi de tous ces assistants parlementaires, ces collaborateurs d'élus en circo, ces collaborateurs d'élus qui deviennent députés. Et il montre qu'aujourd'hui, le fonctionnement, c'est quoi? C'est la loi d'airain de l'oligarchie, disait Michels au tout début du XXe siècle, où grosso modo, la politique aujourd'hui est monopolisée par les partis, et donc il y a tout un engagement partisan à avoir pour pouvoir rentrer dans l'élection. Tu ne peux pas être élu juste sur ton nom comme à une époque. Voilà. Vrai, donc il parle de tout ça. Donc ils essayent de finir un petit peu comme à l'époque le bouquin le tout premier Acropolir qu'on avait fait sur Bastien François, en faisant des propositions pour essayer de casser un petit peu tout ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc
Premier bouquin, Métier député, enquête sur la professionnalisation de la politique en France, raison d'agir. Deuxième bouquin, on en a très souvent parlé ici, mais on ne l'a jamais fait en Acropolire. De quoi? Ah, c'est vrai qu'on l'a jamais fait en Acropolire. Le livre de Jean-Jacques Urvoas et Magali Alexandre, Manuel de survie à l'Assemblée nationale, l'art de la guérilla parlementaire, préface de Bastien François, et il est publié aux éditions Odile Jacob. Oui, Voilà. bien sûr, c'est un bouquin qu'on connaît particulièrement Yann et moi, déjà parce qu'on l'a poncé ce livre, mais aussi parce Voilà. qu'on connaît bien l'une de ses auteurs, en l'occurrence Jean-Jacques Urvoas et Magali Alexandre. Jean-Jacques Urvoas a été garde des Sceaux, vous le savez, mais Magali Alexandre, vous la connaissez peut-être un petit peu moins, elle a été conseillère parlementaire du groupe socialiste à l'Assemblée nationale pendant la précédente législature 2007-2012. 2007-2012, et de 2012 à 2017 elle a été conseillère parlementaire de Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Voilà, c'est vrai qu'on a Tout déjà à eu fait. l'occasion d'en parler, mais on n'a jamais parlé de ce livre longuement. Voilà, on l'a référencé, on l'a cité, mais on n'est pas rentré dedans. Et bah c'est une super Alors, idée, bah vas-y. Bah oui, bah ça rentre totalement dans le sujet, hein, clairement. Ouais. Alors bon, petit big up donc à Jean-Jacques Urvoas et Magali Alexandre. Magali Alexandre qui vient de rater, elle a tenté de rentrer, mais elle a perdu au Oui, premier Magali tour. Alexandre était candidate à l'élection Première circo de l'Allier. dans la première circonscription de l'Allier, et hier elle a appris qu'elle ne serait pas au Comme second beaucoup de tour, socialistes. comme énormément de Voilà. socialistes. Elle se présentait sous la candidature socialiste en l'occurrence. Voilà, et Jean-Jacques Urvoas qui est deuxième face à un candidat En Marche qui a beaucoup de points d'avance également. Voilà, vous savez, comme je suis en Finistère, je suis un petit peu voilà la carrière de Non, mais Urvoas. surtout, après on va parler de ce livre, mais il y a un truc qui est quand même hyper rigolo avec ce livre, c'est qu'il a été écrit par Jean-Jacques Urvoas et Magali Alexandre lorsqu'ils étaient dans l'opposition entre 2007 et Exactement. 2012, dans l'opposition face à l'UMP qui à l'époque avait la majorité. Et donc ils ont écrit ce livre, l'art de la guérilla parlementaire, avec l'esprit de comment est-ce qu'on est député, sous-entendu d'opposition, est-ce qu'on peut se servir des règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale et du travail politique pour faire passer ses idées, etc. Machin. Donc ils ont notamment écrit des caisses sur l'obstruction parlementaire, machin. Et là où c'est très rigolo, c'est que tous les deux se sont retrouvés, après 2012, après le passage de la gauche au pouvoir, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté de la majorité, à devoir faire face à des députés de l'opposition qui leur faisaient la guérilla. Voilà, qu'il est taquiné. Donc, pour entrer, pareil, on va pas spoiler parce qu'il est vraiment génial, il est rempli d'anecdotes. Ouais, il est vraiment chouette ce bouquin. Ouais. En plus, il est écrit comme si c'était un livre militaire, donc c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Voilà, première partie, l'armée parlementaire, se battre pour obtenir son grade, c'est-à-dire toi, jeune député, primo-député qui arrive, comment dans ton groupe, comment à l'Assemblée, t'as un bon bureau, t'as une bonne place dans l'hémicycle, tu peux potentiellement... Tu vas bosser, Ouais, dans quelle commission c'est plus intéressant, pour avoir un peu d'argent, pour avoir un peu d'influence, c'est là. Une assemblée qui peine à s'imposer, là il rentre un petit peu dans la sociologie des députés. Voilà, les députés, une armée issue du peuple, une armée assidue et chevronnée, une armée au soutien populaire. Deuxième partie, cerner l'adversaire. Pour la majorité, mettre à genoux l'opposition. Pour l'opposition, viser le gouvernement. Les théâtres d'opération, l'hémicycle, la face cachée, les lieux du compromis, où il rentre dans le travail des commissions, qu'on connaît assez peu. Il rentre dans le travail des commissions mixtes paritaires. Vous savez, c'est le dernier moment quand l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le projet de loi. Et chance, ouais. On regroupe tout ça et on essaie de le retravailler ensemble. Voilà, ils essayent de rentrer là-dedans. Enfin, ils le font. Voilà. Les armes du droit parlementaire où ils montrent les petites techniques, les petites feintes. Voilà. C'est pas mal du tout. J'ai noté. Ouais. Non, il y a juste un bémol sur ce livre, si je me rappelle bien, il a été publié avant la réforme. Bah, il y a eu des réformes de Bartolone. Ouais, mais même celle de Sarkozy. Non, pas ça. Enfin, oui, non, du président précédent. Ah, peut-être. Accoyer. Tu te souviens, il y avait un système, Accoyer, il avait muselé l'opposition avec un système de temps programmé, temps de débat. Ah, mais ouais. Et ça a été bougé depuis. Ça a été bougé depuis, ok. Parce que Bartho aussi. Ah non, je te pose la question, point d'interrogation. Ah. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que Bartolone a fait des réformes. Après, bon, voilà. Ah, mais bon, c'est pas grave. La majorité de ce qui est écrit dedans vaut toujours. Oui, bien sûr. Sur plein de choses. On va commencer par une petite dédicace à la fonction première d'Acropolis qui est de commenter les QAG. Ouais. Et page 118. Qu'est-ce qu'il y a page 118 ? Une petite histoire des QAG. Ah, vas-y, raconte.
né en 1974 sur les prairies vertes. Non, voilà. Né en 1974, en marge d'ailleurs de toute prescription du règlement de l'Assemblée, elles sont retransmises en direct sur France 3. Et dès lors, pour les 600 000 téléspectateurs en moyenne qui les suivent devant leur écran, c'est peu. Hein. 600 000, Ouais. il y en a plus sur Elle, le plus, hein. Non, je ouais. Elle constitue la seule fenêtre sur le travail législatif. Voilà. Sous l'actuelle législature, depuis le 3 mars 2009, leur organisation a été modifiée. Le temps consacré à chaque question, réponse du ministre comprise, est passé de 5 à 4 minutes. Et pour que chacun puisse veiller au respect de la règle, 3 chronomètres ont même été installés dans l'hémicycle. Pierre Mauroy, qui, le 16 juin 82, avait exposé le tournant de la rigueur dans le cadre d'une prise de parole de 23 minutes, ne reconnaîtrait plus l'Assemblée. Cette réforme permet de poser 15 questions au lieu de 12 antérieurement, et la parité entre la majorité et l'opposition est dorénavant respectée sur les 2 séances. Je crois que c'est toujours le cas. Ah oui, oui, oui. Voilà. C'est toujours le cas. Par contre, c'est intéressant parce que ça fait complètement un lien avec l'actualité. Jean-Jacques Urvoas, il y a quelques jours, a proposé de changer les QAG. Tout à fait. Il a proposé de les changer. Et d'ailleurs, ils font des propositions là-dedans pour changer. Ah bah vas-y. Je sais pas. Je sais pas si. Je vais pas couper la parole, mais on expliquera après ce qu'a proposé Urvoas ces derniers jours. Ouais, parce que là-dedans, je sais pas si c'est ce qu'il propose là-dedans. Bah parce que là-dedans, il fait des propositions où en fait, plutôt que ça soit une réponse, enfin une question, une réponse, qu'en fait on coupe pour avoir un mini débat à chaque fois. Non, c'est pas du tout ça. En plus, c'est moi qui t'ai envoyé l'article sur le Slack. Oui, c'est toi. J'ai oublié ce qu'il y a écrit dedans. Et je vais te le dire, Jean-Jacques Urvoas, il y a quelques jours, a proposé qu'on change complètement le mode de fonctionnement des questions au gouvernement. Il a proposé de garder le mardi et le mercredi, mais il a proposé que le mardi, ce soit une séance qui soit réservée à un dialogue entre le Premier ministre et les présidents de chacun des groupes. Ce qui n'est pas tout à fait absurde, même si s'il y a un énorme groupe républicain, ça va être, enfin En Marche, ça va être un peu bizarre. Et que la séance du mercredi soit réservée à un dialogue entre le gouvernement et l'opposition, et seulement l'opposition. Qu'on arrête avec ces questions choupa à la con, questions complètement nazes de la majorité, etc. Donc, c'est pas inintéressant. Enfin, il faudra qu'on en parle sur Acropolis parce que ça va directement toucher l'activité d'Acropolis, mais c'est pas inintéressant de se dire qu'il y a un dialogue qui est prévu une fois par semaine entre le Premier ministre et les présidents de groupe. Parce qu'il y a vraiment un côté solennel. En fait, c'est déjà un truc qu'on a vu à l'usage se mettre en place dans les questions au gouvernement, où dès qu'il y a un sujet un peu grave qui se met dans le truc, parmi les 15 questions, tu as chacun des présidents des groupes qui va prendre la parole sur ce sujet-là, et donc à chaque fois le Premier ministre, parce que par tradition républicaine, le Premier ministre répond directement au président du groupe, répond, et du coup c'est intéressant, on a chaque groupe qui dit, nous, communistes, on pense ça, nous, droite, on pense ça, nous, socialistes, on pense ça. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, cette séance du mardi, je la trouve pas trop inintéressante. Par contre, la séance du mercredi, l'idée de dire que c'est uniquement l'opposition, je trouve que c'est mettre le gouvernement dans un danger colossal d'avoir un système de feu nourri organisé le mercredi. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Et pour répondre à Ceylan 31, entre les deux, lequel commencer? Je pense que celui-là, celui plus facilement. Celui-là est pas compliqué, hein. Mais celui-là est plus drôle, et en plus c'est assez large parce qu'il rentre dans toute l'organisation et la structure de l'Assemblée nationale. Non, en plus tu as raison de le recommander puisque c'est un livre il va falloir que beaucoup de députés élus dimanche prochain s'achètent. Hein. Ça je vous dis les gars, si vous êtes candidat En Marche et qu'a priori c'est la première fois dans votre vie que vous allez foutre les pieds à l'Assemblée nationale, sans déconner, achetez ce livre, vous allez en avoir besoin, bouffez-le, surlignez-le. Vous serez dans la majo donc ça devrait aller, mais quand même. Ça va bien se passer, il y a le SGG qui va s'occuper de tout ça, rassurez-vous. Voilà. Donc, il parle de ça, il parle des coups politiques. Alors, page 115, le petit coup politique connu sur la Hadopi, qui date un peu, donc pour les plus jeunes d'entre vous, parce qu'on sait qu'on a des gens qui nous regardent qui sont relativement jeunes, c'est un coup qui date de 2009, Hadopi. Hadopi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que depuis ça s'est effondré dans la décadence de sa propre inutilité, Hadopi, c'est un système qui est censé nous envoyer des mails quand on télécharge de trop. Qui a reçu un mail ici? Jamais, qui a reçu un courrier? Jamais. Voilà, on est d'accord. Jamais, moi j'ai oui, c'est ça. Un mec qui s'est pris une amende avec Hadopi. Ah ouais, voilà. Je sais pas, moi je télécharge trop, du coup j'ai pas assez de bande passante pour recevoir des mails. Je crois que c'est ça aussi. Je télécharge de trop. Séance du jeudi 9 avril 2009. Ce jour-là, ministre, rapporteur, député, tous s'expriment pour la dernière fois. Les remerciements sont de rigueur, machin. 3 conseillers du groupe socialiste remarquent qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les travées de l'Assemblée. Alors, on va faire une petite feinte. Ils s'emparent de téléphones mis à disposition dans les salons.
et appelle un par un tous les députés socialistes qui se cachent dans leur bureau, enfin qui sont en train de bosser tranquillement parce que c'est tard le soir. Il les appelle un par un. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, moins de 40 députés. Il y avait moins de 40 députés en séance. Le compte était facile à faire. Pourtant, avec 21 voix contre 15, la loi Hadopi 1 est rejetée. Super dans les rangs de l'UMP. La ministre de la Culture, Christine Albanel, regarde hébétée autour d'elle. Que s'est-il passé? Donc voilà. On appelait ça le coup du rideau. Le coup du rideau. Et quand j'ai emmené mes étudiants visiter l'Assemblée nationale, je leur ai montré le rideau rouge qui existe toujours, hein, le rideau derrière lequel s'étaient cachés les députés socialistes. Dedans, ils disent qu'ils n'étaient pas cachés derrière le rideau. Bah, parce que, attends, si je dis pas de conneries, ils ont dû attendre que le texte soit mis aux voix pour rentrer. Parce qu'en fait, t'as un principe, c'est que pour lutter contre ce type de coup-là, tu as la possibilité de demander une suspension de séance qui est de droit pour tous les députés qui la demandent, ou si c'est le président du groupe ou le gouvernement, je sais jamais. En tout cas, le gouvernement, Christian Albanel, aurait pu demander une suspension de séance. Sauf lorsqu'il y a mise aux voix. Lorsqu'il y a mise aux voix, il n'y a pas de suspension de séance possible. Et donc je crois qu'ils ont attendu que le président mette aux voix pour rentrer dans la salle. Enfin, je me souviens plus. Ouais, bah, voilà. Oui, les derniers députés ont rejoint leur siège quelques dizaines de secondes avant le vote, mais ils n'étaient pas cachés derrière le rideau, disent-ils. Bon, c'est pas grave. Le fait est que le coup était là, c'est que tu remarques, normalement, c'est ce qu'il raconte, c'est que ce dernier vote, c'est un vote normalement symbolique. La majorité, on sait qu'elle est majoritaire, ils s'attendent pas. En fait, le combat est terminé. Le combat est terminé, c'est vraiment on achève le travail en se mettant derrière. Et là, et là, ils ont réussi à les niquer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, politiquement, ça n'a servi à, ça n'a servi à rien parce que il est possible pour le gouvernement de demander une deuxième délibération. Voilà, c'est tout. Voilà. Rassurez-vous, la majorité reste majoritaire, ça ne change rien, mais ça a fait un gros coup médiatique. Ça a permis de Voilà, donc le bouquin est truffé de petites anecdotes, de manière de ralentir une séance quand tu as besoin de rameuter, notamment dans la majorité, quand tu as besoin de rameuter de la majorité. Tu fais une suspension de séance, tu fais un rappel au règlement. Enfin voilà. C'est truffé d'anecdotes. Ça montre le travail qu'il y a entre le député, ses collaborateurs et aussi les services de l'Assemblée, parce qu'on ne le sait pas, mais à l'Assemblée, il y a des fonctionnaires de l'Assemblée qui sont des mecs hyper baraques au niveau juridique et législatif, hein, c'est des grosses têtes, qui sont parfois, enfin même très souvent, comme ils sont là depuis longtemps, plus équipés, on va dire, en termes de connaissances et d'automatisme sur comment on écrit un amendement, comment on écrit une loi, voilà, qui aident les députés et leurs collaborateurs, voilà. Ils racontent tout ça, et c'est pas inintéressant parce que ces fonctionnaires, on en entend très peu parler, pourtant ils sont très importants. Extrêmement importants dans le travail, ouais. Voilà, je finis avec un dernier petit truc, page 146, qui va être important, voilà, en ce moment. Enfin, important. C'est une question qui revient très souvent pendant les commentaires de QAG, donc je me suis dit que c'était utile. Vas-y, dis-le, ouais. C'est, voilà, qui décide qui va poser les questions. Souvent, vous nous posez cette question. Jean, tu as dû y répondre au moins des dizaines de fois. Ouais. Voilà. Il existe à l'Assemblée, voilà. L'organisation des séances de questions repose sur l'affectation à chaque groupe d'un nombre donné d'interventions qui lui incombe de gérer. Voilà. Par conséquent, le lien que chaque député noue avec son groupe est un élément essentiel. De la confiance qu'il saura inspirer à ses pairs dépendra de sa capacité à s'exprimer à leur nom. Voilà. C'est au sein du groupe que se font les arbitrages touchant non seulement au choix des parlementaires qui porteront la parole collective, mais aussi au moment où ce propos sera délivré. Donc c'est, voilà. Chaque groupe, selon le règlement, a droit à un temps de parole, et c'est au sein du groupe, voilà, bon, PS quand il existait, les Républicains, qui décident en disant bon bah toi, voilà. Michel, tu veux poser une question cette semaine, ok, bon la semaine prochaine par contre ce sera moi parce que machin. Exactement. Donc là c'est vraiment de l'ordre de la décision interne. C'est pas le règlement interne de l'Assemblée qui décide qui posera la question, c'est chaque groupe. Voilà, dans son mode de fonctionnement interne, qui le décide, et potentiellement, on ne sait pas, hein, mais ça pourrait être pendant 5 ans exactement le même député qui poserait la question. Rien ne lui interdit. C'est possible, absolument. Voilà. Donc voilà, je vous invite. Pareil, je vais pas le spoiler. Il est un peu épais, hein, il y a de la lecture. Voilà, de 230 pages. À l'époque, il coûtait 22,90, qui n'est pas donné, je sais pas. Peut-être qu'il se trouve d'occasion. Maintenant,
mais c'est un bon achat vraiment si vous voulez comprendre le fonctionnement, Ouais, on va dire un peu pratico-pratique hein, de l'Assemblée. ouais. C'est un fondamental. C'est un fondamental. Si vous êtes aficionados des émissions d'Acropolis, c'est un bouquin qui vous plaira. Si vous êtes étudiant en sciences politiques, en droit, achetez-le aussi. Si vous allez être assistant parlementaire pendant cette législature, sans déconner, achetez-le, c'est obligatoire. Et si vous êtes député, que vous êtes élu dimanche prochain, déjà félicitations, mais surtout achetez-le. Vous allez vachement en avoir besoin de ce bouquin. Voilà. Non, voilà. Si vous aimez regarder les QAG et que parfois certaines pratiques vous échappent, vous lisez ça, il y a tout dedans. Ouais, voilà. absolument. Donc, et dernière lecture, Sylvain, je veux bien que tu envoies la petite Alors, c'est pas illustration. Sylvain, s'il te c'est plaît. Tom qui est à la Pardon. régie. Tom, est-ce que tu peux nous mettre les illustrations, s'il te plaît? Il y en a qu'une seule. Hein. Yann, il y en a qu'une seule. Je vais demander de bien vouloir bouger un petit peu ta webcam. Oh non, remarque, c'est bon. Non, c'est bon, reste comme ça. Ouais, Impec. voilà, mais le même en gros, hein, que ça bouffe un peu ma tête, il n'y a pas de souci. Bon, je laisse faire la régie, a priori on va rester là-dessus, c'est Ouais, très bien. Donc, juste qu'il y ait l'adresse en entier sur l'écran. Voilà, alors c'est un blog de l'Express qui s'appelle Les cuisines de l'Assemblée, que tu connais bien, que l'on connaît bien. C'est un blog assez vieux qui a été tenu par plusieurs générations d'assistants parlementaires. Voilà, maintenant c'est tenu par 3 assistants, mais je les connais pas. Bon, c'est pas à vous. Vous allez sur le blog, donc l'adresse c'est blogs, donc enfin blog avec un au pluriel .l'express.fr/cuisine-assemblée. On le mettra hein, sous oui, la pareil, vous vidéo. aurez des liens. Pas de souci, pardon. Vous tapez cuisine Assemblée nationale sur Google, c'est le premier lien. Et donc c'est des assistants parlementaires qui régulièrement font des articles sur comment fonctionne l'Assemblée. Tiens, il y a une réforme de l'Assemblée qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'elle est qui sont les assistants de l'Assemblée, voilà. Ouais. Donc là, le dernier article, c'est faut-il avoir peur des ordonnances parce que voilà, c'est une des propositions de Macron. Il y a eu bilan de la réforme Barthelone. Il y a eu 4 articles qui parlent des réformes parlementaires de Barthelone, enfin de l'Assemblée de Barthelone. Il y a eu voilà. Donc c'est un blog à suivre. Moi, il est dans mes flux RSS. Donc dès qu'il y a un nouvel article, je le lis pas obligatoirement, enfin, mais je le surveille. Oui, clairement, dans le petit landerneau politique, c'est un blog qui fait référence, effectivement, la cuisine de l'Assemblée. C'est connu comme les chroniques d'Hélène Beck-Mézian. C'est des trucs qu'on lit et vraiment, je vous le recommande. Ouais. Donc c'est un ajout parfait aux 2 autres, puisque les 2 autres, on rentre un petit peu dans les structurations hein, de l'Assemblée, alors que ce blog, il rentre un petit peu dans le quotidien. On va dire qu'est-ce qui vient de se passer de nouveau, pourquoi c'est comme ça. Donc à suivre hein. Donc en plus d'Acropolis bien sûr vous aurez plein d'infos. C'est voilà, il y a 158 pages d'archives, donc franchement vous tapez dedans. Si vous avez des questionnements, il y a moyen que vous trouviez une réponse. Voilà. Ouais. Ce serait cool qu'on fasse le blog cuisine de l'Assemblée mais en version vidéo sur Acropolis. Ouais, ou même qu'on les reçoive hein, pour qu'ils nous parlent un peu de leur travail. Ouais, c'est une bonne idée ça, qu'on fasse une émission Les avec eux. Les gars, si vous nous entendez. Parce que je sais que vous regardez Acropolis. Venez sur Qui Acropolis. ne regarde pas Qui ne nous regarde pas. Non, mais sans déconner, venez, on fait une émission, on discute. Vous nous racontez un peu votre métier, tout ça. Alors en plus, en ce moment, les assistants parlementaires, c'est un peu chaud, parce qu'il y en a quand même un paquet qui vont se retrouver au chômage dimanche prochain. Voilà. Et d'autres qui vont être recrutés dimanche prochain. Donc on verra bien. Ok, bon, bah écoute. Donc trois propositions, hein, voilà, on rentre dans un nouveau quinquennat, on ne sait pas trop quelle tête va avoir l'Assemblée, on rentre dans un moment très étrange de la Ve République, ouais. Je pense que tu étais d'accord avec moi, parce que on a beaucoup reproché à la Ve République d'être semi-parlementaire, voire présidentielle, mais là on rentre dans le temps, à mon sens, de l'hyper-présidence, parce qu'on n'aura jamais vu une Assemblée autant à la couleur du président. Jamais, ouais, jamais. Même on de est 58, je crois que c'était. Mais non, pas du tout. Là, il va avoir quoi, plus de 400 députés, quelque chose dans le genre. Non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est un président tout nouveau. En plus, c'est des députés pour la plupart d'entre eux tout nouveau. Comment ça va se mettre en place? Est-ce que ça va être le merdier? Est-ce que ça va très bien marcher? Là, franchement, pour le coup, regardez Acropolis, ça va être hyper intéressant de voir ça, quoi. Ça va être d'une étrangeté étrange. Ouais, carrément, voilà. Carrément. Ça va être très intéressant. On va voir comment ces nouveaux parlementaires vont
vivre leur députation. Ouais, carrément. Est-ce que ça sera des députés godillots, c'est ce qu'on leur reproche beaucoup, ou est-ce que ça va être, est-ce qu'il va y avoir des frondeurs? Voilà. Si vous avez des questions à poser à Yann sur les 3 propositions de lecture qu'il vous a faites aujourd'hui, allez-y, écrivez dans le chat maintenant, c'est l'occasion, on va y répondre. Le temps que vous écriviez, j'en profite pour vous dire que le 27 juin prochain aura lieu la séance d'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale qui sera commentée en direct sur Acropolis. Donc ça va être la première fois depuis un bout de temps que sur Acropolis on reverra de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. On va voir les nouveaux visages, on va voir les ministres, on va voir beaucoup de choses, donc ça va être chouette. Voilà, je fais un petit teasing le 27 juin prochain. Rendez-vous sur Acropolis pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et les résultats d'hier à Évry, ça a donné quoi? Ah tiens, tu t'es renseigné toi sur Évry? Valls est premier avec 20 et quelques %, deuxième France Insoumise. A priori, de ce que j'avais vu, c'est plutôt la gauche qui a une réserve de voix. Mais à vérifier parce que moi j'avais vu des premières estimations et je suis pas rentré dans le truc. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des candidats aux législatives qui a été élu dès le premier tour dimanche soir? Oui. Non, c'est oui, oui, il y en a eu 3 je crois, ou 4. 3 ou 4, dont celui de la circonscription à Paris. Il y a un breton, Paul Molac. Voilà, oui, il y en a Paul quelques-uns, Molac, mais le régionaliste, ouais. Oui. régionaliste, voilà, qui était déjà député, Donc, il était chez Europe Écologie, ouais. voilà, et il se trouve que certains l'ont dit, ça a été, vu la faible participation, c'est très compliqué d'être élu dès le premier tour, parce que il faut, pour avoir ça, 25% des voix exprimées. 25% des inscrits qui se sont exprimés, ouais. Ouais, il faut faire plus de 50% des exprimés et 25% des inscrits. C'est ça. Comme il n'y a pas beaucoup de participation, ça demande une forte de nombreuses voix. Voilà, pardon, je retrouve plus mes mots. Non, donc, mais c'est assez intéressant, ouais. Donc, alors qu'en 2012, je crois que ça avait été 36 et donc là plus que 4 ou 5 puisque la participation baisse. Ok, voilà. Bon. Eh ben écoute, merci beaucoup Yann. Je sais pas si vous voulez compléter quelque chose. Non, très heureux de vous revoir. Voilà, bah on va essayer de continuer ça. Grave. Donc on verra. Okay. N'hésitez pas à faire des demandes si vous avez des envies particulières de sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas et venez sur le Discord discuter de ces lectures, de ce qu'elles contiennent, etc. C'est toujours là pour ça. Merci beaucoup Yann, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouverez en replay sur la chaîne Acropolis Replay sur YouTube, c'est fait pour ça. Yann, on te retrouve bientôt sur Acropolis, on en discutera, on vous dira quand. Téléchargez l'extension, regardez la programmation, vous connaissez. Voilà, allez sur Snapchat que je pirate. Ouais, grave, allez sur le Snapchat d'Acropolis, Yann l'a piraté aujourd'hui, c'était très drôle. Voilà, on se met un générique, c'est la fin de l'émission et on se retrouve après 5 minutes de pause sur une libre antenne sur Acropolis. Et oui, je vous avais pas dit, on va faire une libre antenne ce soir, on va débriefer ensemble de l'élection d'hier, voilà. Voilà, parce que c'est à la fois Jean Massier et voilà, j'ai été coupé. Ouais, j'ai été coupé. Je vais faire une putain de blague. Non, vas-y, non mais vas-y, du coup fais-la. Je voulais dire, Jean Massier, à la fois, c'est le Thierry Roland de la politique, mais c'est aussi le G-Fool de la politique. C'est aussi le G-Fool de la politique. Voilà, formidable, extraordinaire, merci beaucoup. Merci la régie qui du coup ne t'entendait pas. C'était un grand moment. Allez, fin d'émission, générique, à tout de suite dans 5 minutes, ciao.